Bonjour, rebonjour même, mais bonjour. Bienvenue sur la voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vais donc reprendre Un amour de Swann, à la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Mais je vais lire aussi une petite nouvelle un petit récit de Christian Bobin qui est tiré d'une petite robe de fête. Voilà. Je commence par ça et ensuite j'enchaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce sera agréable, que c'est agréable. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Christian Bobin, l'entretien. C'est une voix dans le noir. C'est une voix qui amène le noir avec elle. Un noir d'une densité particulière. Un noir plus profond que la nuit, que la seule absence provisoire de jour. Un rideau de sang noir sur les yeux du lecteur. La marée montante d'une voix noire dans son âme. Mot après mot. Vague après vague. La voix monte au galop dans le songe. La voix va plus vite que le songe du lecteur, que son souhait enfantin de gagner un asile, une terre ferme. Le livre, très vite, s'efface. Il ne joue plus son air ancien, son air d'enfance. La maison du livre dans les arbres n'ouvre plus sur un ciel bleu, ne protège plus. Elle est engloutie par la voix noire, et cela dès la première page, dès la première phrase. On n'est plus celui qui lit, celui qui dort, on ne peut plus l'être. On n'est plus celui qui rêve, celui qui part. On est maintenu à l'intérieur de soi, entre les murs de la voix noire. Il n'y a plus de livre ni de lecteur. Il n'y a plus que soi, bouclé dans le noir, serré dans le vide. On tourne les pages, mais il ne s'agit plus de lire. Il s'agit d'autre chose. On ne sait quoi. Autre chose. On lit comme on aime. On entre en lecture comme on tombe amoureux, par espérance, par impatience. Sous l'effet d'un désir, sous l'erreur invincible d'un tel désir, trouver le sommeil dans un seul corps, toucher au silence dans une seule phrase. Par impatience, par espérance. Et quelquefois une chose arrive, une chose comme cette voix dans le noir. Elle défait toute impatience, elle dément toute espérance. Ne cherchant pas à consoler, elle apaise. Ne cherchant pas à séduire, elle ravit. Elle porte en elle-même sa propre fin, son propre deuil, son propre noir. Elle s'expose à ce point que celui qui l'écoute, à son tour, se découvre sans abri, sans recours. Délivré de soi, rendu à soi. Plus la voix se noircit et plus on y voit clair. Plus la voix s'exaspère et plus on respire. On est sorti de toute littérature, on est très proche de toute sainteté. L'écrivain, c'est celui qui retient sur lui toute clarté. Le saint, c'est celui qui retient sur lui toute noirceur. Avec de la lumière, l'écrivain fait de l'encre. Avec de l'impureté, le saint fait la plus grande pureté qui soit. La voix dans le noir n'est pas celle d'un saint, bien sûr, mais elle n'est plus tout à fait celle d'un écrivain. Elle erre entre les deux. Une foudre de voix noire entre la terre et le ciel, entre le livre et les anges. La voix va avec un visage. On connaît le visage par une photographie dans le journal. Un visage charpenté avec des yeux fixes. Un visage de bois massif, inébranlable. Le costume sur la photographie est élégant, sans affectation. Une cravate, une chemise blanche. Derrière la voix noire, quelqu'un de convenable donc, de convenu. Mais le nom, la cravate et le visage sont là pour égarer, pour tromper. La voix continue, de livre en livre, d'année en année, sans rien perdre de son flux. Les eaux noires sous la lune de cette voix, la terre pâle sous le loup de cette voix. Beaucoup de livres. Toujours le même. Le cœur cède à chaque fois sous la poussée de l'encre, sous la pression des mots. Les 30 étages du cœur s'effondrent dans l'instant de lire, dans l'éclair d'entendre. Et que dit-elle cette voix?
elle ne dit rien de sensé. Elle est d'emblée dans la folie, dans l'intouchable de la folie, dans la clarté de tout désordre, dans la plus grande lumière qui soit, au centre de toute souillure, de toute blessure, inguérissable, intarissable. Elle dit, elle éclaire. Elle dit, elle guérit. Elle ramasse en elle tous nos restes, nos déchets, nos démences. L'hôpital, la prison, l'école, l'usine. La maladie, la gloire, l'idiotie. La folie du pauvre est celle du riche. La folie d'être fou est celle de ne pas l'être. Un homme sain d'esprit, c'est un fou qui tient sa folie dans une poche de sang noir, entre le cerveau et le crâne, entre sa famille et son métier. C'est un fou furieux qui ne saura jamais guérir, n'étant jamais malade. Un fou, c'est un homme sain d'esprit qui n'a plus les moyens de sa folie, qui perd les os de sa folie d'un seul coup. Il fait faillite. Il lâche ce qui ne reposait que sur lui, la corvée du langage, la comédie du travail, le monde entier. Le fou, c'est celui qui gagne les coulisses. La voix s'adresse dans le noir à ceux qui demeurent sur les planches. Voilà, elle dit cette voix. Voilà ce qu'il en est de vos intelligences, de vos printemps, de vos croyances. Voilà ce qu'il en est de vos principes, de vos musées, de vos discours. Sous vos santés, beaucoup de ruines. Sous vos couples, beaucoup de haine. Sous vos fortunes, tellement de meurtres. On se dit, c'est inévitable. Elle exagère, cette voix. On se dit, ces écrivains quand même. Et puis non. Elle n'exagère pas, cette voix. Elle n'est pas trop haute, pas trop forte. Elle est juste, d'une justesse d'enfance, d'une justesse d'avant la nuit, d'avant l'âge malfaisant de vivre en société. Une colère si souveraine, ce n'est pas pour détruire, c'est pour vivre, simplement vivre. Si la voix saccage tout dans le monde, foudroie tout dans la tête, c'est comme l'enfant qui use la patience de sa mère pour vérifier que la mère est bien là, d'une patience inusable, d'un amour à toute épreuve. À l'épreuve du monde comme ordure, à l'épreuve du cœur comme fatigue. Une seule fois la voix s'éclaire, une seule fois le noir s'enflamme, le temps d'une phrase. Une seule fois celui qui désire tout vaincre, puisque tout cherche à nous vaincre, puisque nous sommes en lutte constante contre tout, puisqu'il n'est pas d'autre issue que la défaite ou la victoire, totale dans un cas comme dans l'autre, absolue dans un cas comme dans l'autre. Oui, une seule fois celui qui désire triompher de tout s'avoue vaincu par bien plus fort que lui. Une phrase, une seule fois. Cette phrase n'est pas dans ces livres. On peut les lire, les relire. On ne l'y trouvera pas. Elle est dans le journal, dessous la photographie. Elle dure le temps du journal. 24 heures, elle reste en vous depuis maintenant 7 ans. Elle est prononcée à la table d'une auberge devant un journaliste qui interroge l'écrivain, sans doute sans l'avoir lu, qui lui pose des questions sur l'avenir de la littérature et le cours du dollar, sur l'électronique et les pères de l'Église, sur tout et rien. L'homme à la voix noire répond à tout comme à rien. Il répond méthodiquement en détruisant chaque question. À la fin, le journaliste est fatigué. Il a faim peut-être, c'est l'heure de rentrer, ou bien il se demande ce qu'il fout là, devant un imbécile qui ne sait rien dire d'agréable, d'optimiste, ou bien encore le journaliste cède au désespoir de sa propre bêtise. Arrêtons là, finissons-en. Une dernière question et je vous laisse à vos travaux. Entre le journaliste et l'écrivain, une table de marbre. Sur la table, 2 verres de vin et toutes les ruines des questions précédentes. Le journaliste fatigué interroge une dernière fois sans y croire, sans attendre la réponse, tout prêt à ranger son stylo dans une poche, son carnet dans une autre poche. Et si venait un grand amour, une passion, que feriez-vous? Et l'autre, la voix soudain blanchie. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais ça, on n'y peut rien. Absolument rien. L'amour, c'est bien plus grand que nous. Bien plus grand que tout. Puis il se tait. Et le journaliste se tait aussi. Et tout se tait autour de ces deux-là, le temps d'une phrase,
une seconde de repos non illusoire, d'éternité non mensongère. Vous me voyez si contente parce qu'en fait, je n'avais pas lu. Je l'avais gardé, je ne sais pas, j'avais sauté et je m'étais dit, je vais faire cette lecture pour vous. Et ça m'a plu. Bon, allez, je vous lis quand même une petite robe de fête puisque c'est le titre. C'est le titre. Une petite robe de fête. Il n'y a rien en nous. Il n'y a personne. Il n'y a en nous qu'une attente sans couleur et sans forme. Elle n'est l'attente d'aucune chose. Elle est en nous comme de l'air mélangé à de l'air. Elle ne ressemble à rien, sinon peut-être à l'extrême pointe d'une lassitude. Cette attente n'a pas toujours été là. Nous n'avons pas toujours été rien, personne. Dans l'enfance, nous étions tout et Dieu n'était qu'une part infime de nos domaines, quelque chose comme un brin d'herbe dans un pré. C'est avec la fin de l'enfance que l'attente a commencé. C'est après notre mort que nous avons commencé à attendre. On fait quelques pas hors de l'enfance, puis très vite on s'arrête. On est comme un poisson sur le sable. On est comme celui qui piétine dans sa mort, un adulte. On attend. On attend jusqu'à ce que l'attente se délivre d'elle-même, jusqu'à l'équivalence d'attendre, de dormir ou mourir. L'amour commence là, dans les fonds du désert. Il est invisible dans ses débuts, indiscernable dans son visage. D'abord, on ne voit rien. On voit qu'il avance, c'est tout. Il avance vers lui-même, vers son propre couronnement. Ainsi vous ai-je vu avancer dans la poussière d'été, toute légère dans votre robe toute blanche. Celle qu'on aime. On la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une robe claire semblable à celle qui florissait autrefois le dimanche sous le porche des églises, sur le parquet des bals. Et pourtant, elle est nue, comme une étoile au point du jour. À vous voir, une clairière s'ouvrait dans mes yeux. À voir cette robe blanche, toute blanche comme du ciel bleu. Avec le regard simple, revient la force pure. Dans le moulin de ma solitude, vous entriez comme l'aurore, vous avanciez comme le feu. Vous alliez dans mon âme comme un fleuve en crue, et vos rires inondaient toutes mes terres. Quand je rentrais en moi, je n'y retrouvais rien. Là où tout était sombre, un grand soleil tournait. Là où tout était mort, une petite source dansait. Une femme si menue, qui prenait tant de place, je n'en revenais pas. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'amour. Il n'y a dans l'amour que de l'inconnaissable. Je vous reconnaissais. Vous étiez celle qui dort tout au fond du printemps, sous les feuillages jamais éteints du rêve. Je vous devinais depuis longtemps déjà, dans la fraîcheur d'une promenade, dans le bon air des grands livres ou dans la faiblesse d'un silence. Vous étiez l'espérance de grandes choses. Vous étiez la beauté de chaque jour. Vous étiez la vie même, du froissé de vos robes au tremblé de vos rires. Vous m'enleviez la sagesse qui est pire que la mort. Vous me donniez la fièvre qui est la vraie santé. Du temps a passé. Des jours ont brûlé. Aucune cendre sur le seuil. Nous ne nous éloignions pas du clair feuillage des origines. Comme si vous n'aviez jamais quitté cette petite robe de fête. Comme si je n'avais cessé d'y deviner l'innocence de toute chose, la merveille d'un Noël sur la terre. L'amour nous redonnait toujours un pur visage d'enfance, soufflant l'ombre sur nos traits, comme si le temps n'était rien, comme si l'amour était tout. Vous étiez comme un moineau sautillant dans mon cœur. J'apprenais les manières des grands arbres, le moindre écart, et vous vous envoliez jusqu'à ce ciel en vous, inaccessible. Et puis vous êtes partis. Ce n'était pas trahir. C'était suivre le même chemin en vous, simple dans ses détours. Vous emportiez avec vous la petite robe de neige. Elle ne dansait plus dans ma vie. Elle ne tournait plus dans mes rêves. Elle flottait sous mes paupières lorsque je les fermais pour m'endormir, juste là, entre l'œil et le monde. Le vent des heures l'agitait fiévreusement. L'orage des chagrins la rabattait sur le cœur,
comme un volet sur une vitre fêlée. Qui n'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour. Qui a connu l'absence a pris connaissance de son néant, de cette connaissance lointaine qui fait trembler les bêtes à l'approche de leur mort. Dans la mort, le chemin devient d'un seul coup si étroit. Pour passer, l'on doit se laisser tout entier. En éparpillant tous nos biens, l'amour nous dispose à cette fin. Il passe comme une pluie de lumière au jardin. Il laisse en nous une solitude toute fraîche. C'est une connaissance calme. C'est une lumière douce dans les fins de l'été, à la tombée de l'enfance. Vous n'êtes pas cause de ma solitude. Elle dormait en moi bien avant vous. Vous êtes celle qui, pour l'avoir réveillée, lui ressemble le plus. Avec la fin de l'amour apparaissent les rois mages, la mélancolie, le silence et la joie. Ils avancent lentement dans l'air bleu. Ils emmènent avec eux une couronne d'ondes, une larme d'or. Ils viennent de l'enfance. Ils pénètrent dans l'âme, lentement, jour après jour. La mélancolie, le silence et la joie. Dans cet ordre-là, toujours. Le silence au milieu, au centre. La petite robe claire du silence. Magnifique. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie déjà Christian Maubin d'avoir écrit ça. Essayez. C'est reparti. Aïe. C'est des déflagrations dans le cœur à chaque fois que je lis certaines choses. Pas des déflagrations. Des petits séismes. Qui font des ouvertures et tout ça est relié et je ne sais pas pourquoi. Une fontaine se déclenche. Ça ne le fait pas qu'avec la lecture, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas de rire. Ah, pardon. Voilà, je sais, je peux sembler un peu étrange, mais tout va bien, en fait. Très bien, un amour de Swann. Excusez-moi. Ah là là. Un amour de Swann. Nous étions en pleine jalousie. Je ne sais pas si je reste là. Si je suis bien ici. J'ai peur d'avoir un peu froid. Non, je devrais garder le soleil. Allez. Pardon, je ne vois plus clair. C'est ça le problème. Un amour de Swann. Un mois après le jour où il avait lu la lettre adressée par Odette à Forcheville, Swann alla à un dîner que les Verdurins donnaient au bois. Au moment où on se préparait à partir, il remarqua des conciliabules entre Madame Verdurin et plusieurs des invités et crut comprendre qu'on rappelait au pianiste de venir le lendemain à une partie à Chatou. Or, lui, Swann, n'y était pas invité. Les Verdurins n'avaient parlé qu'à demi-voix et en termes vagues, mais le peintre, distrait sans doute, s'écria « Il ne faudra aucune lumière et qu'il joue la sonate claire de lune dans l'obscurité pour mieux voir s'éclairer les choses. »
Madame Verdurin, voyant que Swann était à 2 pas, prit cette expression où le désir de faire taire celui qui parle et de garder un air innocent aux yeux de celui qui entend se neutralise en une nullité intense du regard, où l'immobile signe d'intelligence du complice se dissimule sous les sourires de l'ingénu et qui enfin, commune à tous ceux qui s'aperçoivent d'une gaffe, la révèle instantanément, sinon à ceux qui la font, du moins à celui qui en est l'objet. Odette eut soudain l'air d'une désespérée qui renonce à lutter contre les difficultés écrasantes de la vie. Et Swann comptait anxieusement les minutes qui le séparaient du moment où, après avoir quitté ce restaurant, pendant le retour avec elle, il allait pouvoir lui demander des explications, obtenir qu'elle n'allât pas le lendemain à Chatou ou qu'elle l'y fît inviter, et apaiser dans ses bras l'angoisse qu'il ressentait. Enfin, on demanda leur voiture. Madame Verdurin dit à Swann : « Alors adieu, à bientôt, n'est-ce pas ?» Tâchant par l'amabilité du regard et la contrainte du sourire de l'empêcher de penser qu'elle ne lui disait pas, comme elle l'eût toujours fait jusqu'ici, « À demain à Chatou et après-demain chez moi !» Monsieur et Madame Verdurin firent monter avec eux Forcheville. La voiture de Swann s'était rangée derrière la leur dont il attendait le départ pour faire monter Odette dans la sienne. « Odette, nous vous ramenons, dit Madame Verdurin. Nous avons une petite place pour vous, à côté de Monsieur de Forcheville. »« Oui, madame, répondit Odette. »« Comment, mais je croyais que je vous reconduisais, s'écria Swann, disant sans dissimulation les mots nécessaires, car la portière était ouverte, les secondes étaient comptées, il ne pouvait rentrer sans elle dans l'état où il était. « Mais Madame Verdurin m'a demandé. »« Voyons, vous pouvez bien revenir seul, nous vous laissons... » « Voyons, vous pouvez bien revenir seul, nous vous l'avons laissé assez de fois, dit Madame Verdurin. Mais c'est que j'avais une chose importante à dire à madame. Eh bien, vous la lui écrirez. Adieu, lui dit Odette en lui tendant la main. Il essaya de sourire, mais il avait l'air atterré. As-tu vu les façons que Swann se permet maintenant avec nous, dit Madame Verdurin à son mari quand il fut rentré. J'ai cru qu'il allait me manger parce que nous ramenions Odette. C'est une inconvenance, vraiment, alors qu'ils disent tout de suite que nous tenons une maison de rendez-vous. Je ne comprends pas qu'Odette supporte des manières pareilles. Il a absolument l'air de dire « vous m'appartenez ». Je dirais ma manière de penser à Odette. J'espère qu'elle comprendra. Et elle ajouta encore un instant après avec colère « Non, mais voyez-vous, cette sale bête, employant sans s'en rendre compte et peut-être en obéissant au même besoin obscur de se justifier, comme Françoise à Combray quand le poulet ne voulait pas mourir, les mots qu'arrachent les derniers sursauts d'un animal inoffensif qui agonise au paysan qui est en train de l'écraser. » Et quand la voiture de Madame Verdurin fut partie et que celle de Swann s'avança, son cocher, le regardant, lui demanda s'il n'était pas malade ou s'il n'était pas arrivé de malheur. Swann le renvoya. Il voulait marcher et ce fut à pied, par le bois, qu'il rentra. Il parlait seul, à haute voix, et sur le même ton un peu factice qu'il avait pris jusqu'ici quand il détaillait les charmes du petit noyau et exaltait la magnanimité des Verdurins. Mais de même que les propos, les sourires, les baisers d'Odette lui devenaient aussi odieux qu'il les avait trouvés doux s'ils étaient adressés à d'autres que lui, de même, le salon des Verdurins, qui tout à l'heure encore lui semblait amusant, respirant un goût vrai pour l'art et même une sorte de noblesse morale, maintenant que c'était un autre que lui qu'Odette allait y rencontrer, y aimer librement, lui exhibait ses ridicules, sa sottise, son ignominie. Non, je suis trop petite. Il se représentait avec dégoût la soirée du lendemain à Chatou. D'abord cette idée d'aller à Chatou comme des merciers qui viennent de fermer leur boutique. Vraiment, ces gens sont sublimes de bourgeoisisme. Ils ne doivent pas exister réellement, ils doivent sortir du théâtre de la Biche. Il y aurait là les Cottard, peut-être Brichot. Et ça, c'est grotesque, cette vie de petites gens qui vivent les uns sur les autres, qui se croiraient perdus, ma parole, s'ils ne se retrouvaient pas tous demain à Chatou. Hélas, il y aurait aussi le peintre qui aimait à faire des mariages, qui inviterait Forcheville à venir avec Odette à son atelier. Il voyait Odette avec une toilette trop habillée pour cette partie de campagne, car elle est si vulgaire et surtout la pauvre petite, elle est tellement bête. Il entendit les plaisanteries que ferait Madame Verdurin après dîner, les plaisanteries
quel que fût l'ennuyeux qu'elle eusse pour cible, l'avait toujours amusé parce qu'il voyait Odette en rire avec lui, presque en lui. Maintenant, il sentait que c'était peut-être de lui qu'on allait faire rire Odette. « Quelle gaieté fétide !» disait-il en donnant à sa bouche une expression de dégoût si forte qu'il avait lui-même la sensation musculaire de sa grimace jusque dans son cou révulsé contre le col de sa chemise. Et comment une créature dont le visage est fait à l'image de Dieu peut-elle trouver matière à rire dans ces plaisanteries nauséabondes ? Toute narine un peu délicate se détournerait avec horreur pour ne pas se laisser offusquer par de tels relents. C'est vraiment incroyable de penser qu'un être humain peut ne pas comprendre qu'en se permettant un sourire à l'égard d'un semblable qui lui a tendu loyalement la main, il se dégrade jusqu'à une fange d'où il ne sera plus possible, à la meilleure volonté du monde, de jamais le relever. J'habite à trop de milliers de mètres d'altitude au-dessus des bas-fonds, clapotes et clabaudes de tels sales papotages pour que je puisse être éclaboussé par les plaisanteries d'une Verdurin, s'écria-t-il en relevant la tête, en redressant fièrement son corps en arrière. Dieu m'est témoin que j'ai sincèrement voulu tirer Odette de là et l'élever dans une atmosphère plus noble et plus pure. Mais la patience humaine a des bornes, et la mienne est à bout, se dit-il, comme si cette mission d'arracher Odette à une atmosphère de sarcasme datait de plus longtemps que de quelques minutes, et comme s'il ne se l'était pas donné seulement depuis qu'il pensait que ces sarcasmes l'avaient peut-être lui-même pour objet et tentait de détacher Odette de lui. Il voyait le pianiste prêt à jouer la sonate claire de lune et les mines de Madame Verdurin s'effrayant du mal que la musique de Beethoven allait faire à ses nerfs. « Idiote menteuse !» s'écria-t-il. « Et ça croit aimer l'art !» Elle dira à Odette, après lui avoir insinué adroitement quelques mots louangeurs pour Forcheville, comme elle avait fait si souvent pour lui. « Vous allez faire une petite place à côté de vous à Monsieur de Forcheville !» Dans l'obscurité, maquerelle, entremetteuse. Entremetteuse, c'était le nom qu'il donnait aussi à la musique qui les convierait à se taire, à rêver ensemble, à se regarder, à se prendre la main. Il trouvait du bon à la sévérité contre les arts, de Platon, de Bossuet et de la vieille éducation française. En somme, la vie qu'on menait chez les Verdurins et qu'il avait appelée si souvent la vraie vie, lui semblait la pire de toutes et leur petit noyau le dernier des milieux. C'est vraiment, disait-il, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte auguste ne se réfère aux Verdurins. Au fond, comme les gens du monde dont on peut médire, mais qui tout de même sont autre chose que ces bandes de voyous, montrent leur profonde sagesse en refusant de les connaître, d'y salir même le bout de leurs doigts. Quelle divination dans ce noli me tangere du faubourg Saint-Germain. Il avait quitté depuis bien longtemps les allées du bois. Il était presque arrivé chez lui. Que, pas encore dégrisé de sa douleur et de tangere. Je ne sais plus prononcer le latin. Noli me tangere. Il avait quitté depuis bien longtemps les allées du bois. Il était presque arrivé chez lui que, pas encore dégrisé de sa douleur et de la verve d'insincérité dont les intonations menteuses, la sonorité artificielle de sa propre voix lui versaient d'instant en instant plus abondamment l'ivresse, il continuait encore à pérorer tout haut dans le silence de la nuit. Les gens du monde ont leurs défauts que personne ne reconnaît mieux que moi, mais enfin ce sont tout de même des gens avec qui certaines choses sont impossibles. Telle femme élégante que j'ai connue était loin d'être parfaite, mais enfin, il y avait tout de même chez elle un fond de délicatesse, une loyauté dans les procédés qui l'auraient rendue, quoi qu'il arrivât, incapable d'une félonie et qui suffisent à mettre des abîmes entre elle et une mégère comme la Verdurin. Verdurin, quel nom! Ah, on peut dire qu'ils sont complets, qu'ils sont beaux dans leur genre. Dieu merci, il n'était que temps de ne plus condescendre à la promiscuité avec cette infamie, avec ces ordures. Mais, comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore aux Verdurins n'auraient pas suffi, même s'il les avait vraiment possédées, mais s'il n'avait pas favorisé et protégé son amour, à provoquer chez Swann cette ivresse où il s'attendrissait sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette, de même l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui aux Verdurins
aurait été impuissante s'il n'avait pas invité Odette avec Forcheville et sans lui à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie. Et sans doute la voix de Swann était plus clairvoyante que lui-même quand elle se refusait à prononcer ces mots pleins de dégoût pour le milieu verdurin et de la joie d'en avoir fini avec lui, autrement que sur un ton factice et comme s'ils étaient choisis plutôt pour assouvir sa colère que pour exprimer sa pensée. Celle-ci, en effet, pendant qu'il se livrait à ses invectives, était probablement, sans qu'il s'en aperçût, occupée d'un objet tout à fait différent. Car une fois arrivé chez lui, à peine eut-il refermé la porte cochère que brusquement il se frappa le front et, la faisant rouvrir, ressortit en s'écriant d'une voix naturelle cette fois « Je crois que j'ai trouvé le moyen de me faire inviter demain au dîner de Chatou. » Mais le moyen devait être mauvais, car Swann ne fut pas invité. Le docteur Cottard, qui, appelé en province pour un cas grave, n'avait pas vu les Verdurins depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Chatou, dit le lendemain de ce dîner en se mettant à table chez eux « Mais est-ce que nous ne verrons pas M. Swann ce soir? Il est bien ce qu'on appelle un ami personnel du... » « Mais j'espère bien que non, s'écria Madame Verdurin. Dieu nous en préserve, il est assommant bête et mal élevé. Cottard, à ces mots, manifesta en même temps son étonnement et sa soumission, comme devant une vérité contraire à tout ce qu'il avait cru jusque-là, mais d'une évidence irrésistible. Et, baissant d'un air ému et peureux son nez dans son assiette, il se contenta de répondre « Ah ah, ah 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 !» en traversant à reculons dans sa retraite repliée en bon ordre jusqu'au fond de lui-même, le long d'une gamme descendante, tout le registre de sa voix. « Ah 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 !» Et il ne fut plus question de Swann chez les Verdurins. Alors ce salon qui avait réuni Swann et Odette devint un obstacle à leur rendez-vous. Elle ne lui disait plus, comme au premier temps de leur amour, « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurins. » Mais « Nous ne pourrons pas nous voir demain soir, il y a un souper chez les Verdurins. » Ou bien les Verdurins devaient l'emmener à l'Opéra Comique voir une nuit de Cléopâtre, et Swann lisait dans les yeux d'Odette cet effroi qui lui demanda de n'y pas aller, que naguère il n'aurait pu se retenir de baiser au passage sur le visage de sa maîtresse et qui maintenant l'exaspérait. « Ce n'est pas de la colère pourtant, se disait-il à lui-même, que j'éprouve en voyant l'envie qu'elle a d'aller picorer dans cette musique stercoraire. C'est du chagrin. Non pas certes pour moi, mais pour elle. Du chagrin de voir qu'après avoir vécu plus de 6 mois en contact quotidien avec moi, elle n'a pas su devenir avec assez une autre pour éliminer spontanément Victor Massé. Surtout pour ne pas être arrivée à comprendre qu'il y a des soirs où un être d'une essence un peu délicate doit savoir renoncer à un plaisir quand on lui demande. Elle devrait savoir dire « je n'irai pas », ne fût-ce que par intelligence, puisque c'est sur sa réponse qu'on classera une fois pour toutes sa qualité d'âme. Et s'étant persuadé à lui-même que c'était seulement en effet pour pouvoir porter un jugement plus favorable sur la valeur spirituelle d'Odette qu'il désirait que ce soir-là elle restât avec lui au lieu d'aller à l'Opéra Comique, il lui tenait le même raisonnement, au même degré d'insincérité qu'à soi-même, et même à un degré de plus, car alors il obéissait aussi au désir de la prendre par l'amour-propre. « Je te jure, lui disait-il quelques instants avant qu'elle partît pour le théâtre, qu'en te demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si j'étais égoïste, seraient pour que tu me refuses, car j'ai 1000 choses à faire ce soir et je me retrouverai moi-même prise au piège, Et bien ennuyée, si contre toute attente, tu me réponds que tu n'iras pas. Mais mes occupations, mes plaisirs ne sont pas tout, je dois penser à toi. Il peut venir un jour où, me voyant à jamais détaché de toi, tu auras le droit de me reprocher de ne pas t'avoir averti dans les minutes décisives où je sentais que j'allais porter sur toi un de ces jugements sévères auxquels l'amour ne résiste pas longtemps. Vois-tu, une nuit de Cléopâtre, quel titre, n'est rien dans la circonstance. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment tu es cet être qui est au dernier rang de l'esprit, et même du charme, l'être méprisable qui n'est pas capable de renoncer à un plaisir. Alors, si tu es cela, comment pourrait-on t'aimer? Car tu n'es même pas une personne, une créature définie et imparfaite, mais du moins perfectible.
Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre, un poisson sans mémoire et sans réflexion qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Comprends-tu que ta réponse, je ne dis pas, aura pour effet que je cesserai de t'aimer immédiatement, bien entendu, mais te rendra moins séduisante à mes yeux quand je comprendrai que tu n'es pas une personne, que tu es au-dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus d'aucune? Évidemment, j'aurais mieux aimé te demander comme une chose sans importance de renoncer à une nuit de Cléopâtre, puisque tu m'obliges à me souiller les lèvres de ce nom abject, dans l'espoir que tu y restes cependant. Mais décidé à tenir un tel compte, à tirer de telles conséquences de ta réponse, j'ai trouvé plus loyal de t'en prévenir. Odette, depuis un moment, donnait des signes d'émotion et d'incertitude. À défaut du sens de ce discours, elle comprenait qu'il pouvait rentrer dans le genre commun des laïus et scènes de reproches ou de supplications, et dont l'habitude qu'elle avait des hommes lui permettait, sans s'attacher aux détails des mots, de conclure qu'ils ne les prononceraient pas s'ils n'étaient pas amoureux, que du moment qu'ils étaient amoureux, il était inutile de leur obéir, qu'ils ne le seraient que plus après. Aussi aurait-elle écouté Swann avec le plus grand calme, si elle n'avait vu que l'heure passait et que pour peu qu'il parlât encore quelque temps, elle allait, comme elle le lui dit avec un sourire tendre, obstiné et confus, finir par manquer l'ouverture. D'autres fois, il lui disait que ce qui plus que tout ferait qu'il cesserait de l'aimer, c'est qu'elle ne voulut pas renoncer à mentir. Même au simple point de vue de la coquetterie, lui disait-il, ne comprends-tu donc pas combien tu perds de ta séduction en t'abaissant à mentir? Par un aveu, combien de fautes tu pourrais racheter? Vraiment, tu es bien moins intelligente que je ne croyais. Mais c'est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu'elle avait de ne pas mentir. Elle aurait pu ruiner chez Odette un système général du mensonge. Elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge. Mais Odette n'en possédait pas. Elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait que Swann ignorât quelque chose qu'elle avait fait, de ne pas le lui dire. Ainsi, le mensonge était pour elle un expédient d'ordre particulier. Et ce qui seul pouvait décider si elle devait s'en servir ou avouer la vérité, c'était une raison d'ordre particulier aussi, la chance plus ou moins grande qu'il y avait pour que Swann pût découvrir qu'elle n'avait pas dit la vérité. Physiquement, elle traversait une mauvaise phase, elle épaississait, et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu, et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comme elle avait été délicieuse. Et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Quand les Verdurin l'emmenaient à Saint-Germain, à Chatou, à Meulan, souvent, si c'était dans la belle saison, il proposait sur place de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Madame Verdurin cherchait à apaiser les scrupules du pianiste dont la tante était restée à Paris. Elle sera enchantée d'être débarrassée de vous pour un jour. Et comment s'inquiéterait-elle? Elle vous sait avec nous. D'ailleurs, je prends tout sous mon bonnet. Mais si elle n'y réussissait pas, M. Verdurin partait en campagne, trouvait un bureau de télégraphe ou un messager et s'informait de ceux des fidèles qui avaient quelqu'un à faire prévenir. Mais Odette le remerciait et disait qu'elle n'avait de dépêche à faire pour personne, car elle avait dit à Swann une fois pour toutes qu'en lui en envoyant une aux yeux de tous, elle se compromettrait. Parfois, c'était pour plusieurs jours qu'elle s'absentait. Les Verdurin l'emmenaient voir les tombeaux de Dreux ou à Compiègne admirer, sur le conseil du peintre, des couchers de soleil en forêt et on poussait jusqu'au château de Pierrefonds. Penser qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi qui ai étudié l'architecture pendant 10 ans et qui suis
tout le temps supplié de mener à Beauvais ou à Saint-Loup-de-Noue des gens de la plus haute valeur et ne le ferait que pour elle, et qu'à la place elle va avec les dernières des brutes s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et devant celles de Violette-le-Duc, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour cela et que même sans flair particulièrement fin, on ne choisit pas d'aller villégiaturer dans des latrines pour être plus à portée de respirer des excréments. Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, et là sans lui permettre d'y aller, comme par hasard de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Car enfin l'indicateur et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens. Si on faisait savoir au public, par voie d'imprimé, qu'à 8 heures du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10 heures, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite pour lequel la permission d'Odette était superflue. C'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. En somme, elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or, justement, il sentait qu'il en avait envie, et que s'il n'avait pas connu Odette, certainement il y serait allé. Il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée plus précise des travaux de restauration de Violette-le-Duc. Et par le temps qu'il faisait, il éprouvait l'impérieux désir d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Ce n'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendît le seul endroit qui le tentait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y allait, malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même. Mais alors que si elle eût retrouvé à Pierrefonds quelque indifférent, elle lui eût dit joyeusement « Tiens, vous ici !» et lui aurait demandé d'aller la voir à l'hôtel où elle était descendue avec les Verdurins. Au contraire, si elle l'y rencontrait, lui, Swann, elle serait froissée, elle se dirait qu'elle était suivie, elle l'aimerait moins, peut-être se détournerait-elle avec colère en l'apercevant. « Alors je n'ai plus le droit de voyager », lui dirait-elle au retour, tandis qu'en somme c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. Il avait eu un moment l'idée, pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fût pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Celui-ci, à qui il avait fait part de son projet sans lui en dire le motif, ne se sentait pas de joie et s'émerveillait que Swann, pour la première fois depuis 15 ans, consentit enfin à venir voir sa propriété, et puisqu'il ne voulait pas s'y arrêter, lui avait-il dit, lui promit du moins de faire ensemble des promenades et des excursions pendant plusieurs jours. Swann s'imaginait déjà là-bas avec M. de Forestel. Même avant d'y voir Odette, même s'il ne réussissait pas à l'y voir, quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre où, ne sachant pas l'endroit exact, à tel moment, dans sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenu beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir, dans toutes les rues de la ville qui lui semblaient romanesques, sur chaque route de la forêt, rosée par un couchant profond et tendre. Asile innombrable et alternatif où venait simultanément se réfugier, dans l'incertaine ubiquité de ses espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. Surtout, dirait-il à M. de Forestel, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et les Verdurins. Je viens d'apprendre qu'ils sont justement aujourd'hui à Pierrefonds. On a assez de temps de se voir à Paris, ce ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. Et son ami ne comprendrait pas pourquoi une fois là-bas, il changerait 20 fois de projet, inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Compiègne sans se décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace de Verdurin, ayant l'air de rechercher ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé, car s'il avait rencontré le petit groupe, il s'en serait écarté avec affectation, content d'avoir vu Odette et qu'elle l'eût vue, surtout qu'elle l'eût vue ne se souciant pas d'elle. Mais non, elle devinerait bien que c'était pour elle qu'il était là.
Et quand M. de Forestel venait le chercher pour partir, il lui disait « Hélas, non, je ne peux pas aller aujourd'hui à Pierrefonds. Odette y est, justement. » Et Swann était heureux malgré tout de sentir que si seul de tous les mortels il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefonds, c'était parce qu'il était en effet pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant, et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage, de cet amour qui lui était si cher. Décidément, il valait mieux ne pas risquer de se brouiller avec elle, patienter, attendre son retour. Il passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne comme si ça avait été la carte du tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenue par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Justement, il entendait sonner à la porte cochère. Il lui semblait qu'on tardait à ouvrir. Il voulait éveiller le concierge, se mettait à la fenêtre pour appeler Odette si c'était elle, car malgré les recommandations qu'il était descendu faire plus de 10 fois lui-même, on était capable de lui dire qu'il n'était pas là. C'était un domestique qui rentrait. Il remarquait le vol incessant des voitures qui passaient, auxquelles il n'avait jamais fait attention autrefois. Il écoutait chacune venir au loin, s'approcher, dépasser sa porte sans s'être arrêté et porter plus loin un message qui n'était pas pour lui. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car les Verdurin ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée seule au théâtre. Il y avait longtemps qu'elle était rentrée, se couchait et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui. Et de tels moments, où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swann, étaient plus utiles à Odette, servaient mieux à lui attacher Swann que toute sa coquetterie. Car ainsi Swann vivait dans cette agitation douloureuse qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour. Le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin, elle l'avait cherchée toute la soirée. Et il n'avait pas, comme j'eus à Combray dans mon enfance, des journées heureuses pendant lesquelles s'oublient les souffrances qui renaîtront le soir. Les journées, Swann les passait sans Odette. Et par moments, il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors il s'indignait contre tous les passants comme contre autant de voleurs. Mais leur visage collectif et informe échappant à son imagination ne nourrissait pas sa jalousie. Il fatiguait la pensée de Swann, lequel, se passant la main sur les yeux, s'écriait « À la grâce de Dieu !» comme ceux qui, après s'être acharnés à éteindre le problème de la réalité du monde extérieur ou de l'immortalité de l'âme, accordent la détente d'un acte de foi à leur cerveau lassé. Mais toujours la pensée de l'absente était indissolublement mêlée aux actes les plus simples de la vie de Swann. Déjeuner, recevoir son courrier, sortir, se coucher. Par la tristesse même qu'il avait à les accomplir sans elle, comme ces initiales de Philibert le Beau que dans l'église de Brou, à cause du regret qu'elle avait de lui, Marguerite d'Autriche entrelaça partout aux siennes. Certains jours, au lieu de rester chez lui, il allait prendre son déjeuner dans un restaurant assez voisin dont il avait apprécié autrefois la bonne cuisine et où maintenant il n'allait plus que pour une de ces raisons à la fois mystiques et saugrenues qu'on appelle romanesques. C'est que ce restaurant, lequel existe encore, portait le même nom que la rue habitée par Odette, la Pérouse. Quelquefois, quand elle avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris. Et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant, même par le train du matin. Ces paroles étaient mensongères. Du moins pour Odette, elles étaient mensongères, inconsistantes, n'ayant pas, comme si elles avaient été vraies, un point d'appui dans le souvenir de son arrivée à la gare. Même elle était empêchée de se les représenter au moment où elle les prononçait, par l'image contradictoire de ce qu'elle avait fait de tout différent au moment où elle prétendait être descendue du train.
Mais dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles qui ne rencontraient aucun obstacle venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que, si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait de jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom? C'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu qui ne le laisserait respirer que quand il serait parti en voyage et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette, mort depuis 20 ans. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. Ah là là. Et vous savez quoi, je vais vous faire une petite confession. Je déteste tous ces jeux. Je ne supporte pas tous ces jeux. Les mensonges. On me dit souvent en fait qu'il faut être qu'il faut être dans ces jeux pour et c'est vrai, enfin surtout en France, enfin je sais pas, mais je peux parler qu'en France, ayant lu tous les livres là pour ceux qui passent le bac de français, et en souvenant de toutes mes lectures classiques, je sais que on est vraiment éduqué dans ce sens-là les femmes, elles sont manipulatrices, elles manigancent, les hommes sont volages et tout ce que vous voulez, et ça se retrouve dans la société, je dis pas le contraire, mais je supporte pas ça. Impossible pour moi d'avoir une relation sur cette base. C'est sans doute pour ça que je suis seule d'ailleurs, parce que je refuse de... Moi j'ai toujours l'espoir, ou pas d'ailleurs, en tout cas je me pose même pas la question, mais je suis... de rencontrer une personne et de lui dire simplement la vérité. Vous savez, c'est comme dans ce film américain Hitch. C'est un film que je regardais quand j'étais adolescente. Vous pouvez critiquer, c'est pas grave. Ça ne marche pas d'aller voir quelqu'un et de lui dire simplement « tu me plais vraiment et j'ai envie de... je sais pas, de vivre quelque chose avec toi ». Je crois que ça ne fonctionne pas très bien. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas très bien, je ne sais pas. Ou ça n'a pas fonctionné, mais ça, je garde l'espoir que ça puisse fonctionner, que les hommes ne prennent pas la fuite en ayant trop peur. Et qu'on n'ait pas besoin de les manipuler, de faire comme si on n'était pas disponible, comme si on n'avait pas envie d'envoyer un message ou je ne sais pas quoi. Enfin, je trouve ça assez drôle. Là, en l'occurrence, moi, je préfère vraiment être seule, mais c'est... c'est tout. Voilà, ça c'est pour les petites confessions sur moi. Au soleil, avec les oiseaux, personne à la ronde, et c'est très très bien comme ça, je suis vraiment heureuse. Mélancolie, silence et joie. Voilà, ça me va très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, même de mes petites affabulations, et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Prenez soin de vous surtout.
Voilà. Je vous remercie. À bientôt.